Alors, je sais pas si vous avez regardé votre manuel et en fait c'est un peu peut être un peu déroutant cette histoire de programme là d'HLP. Donc vous avez là je l'ai là le manuel. Regardez. Bon, là, le texte est extrait du manuel d'ailleurs. Enfin le texte qu'on fera tout à l'heure, que vous aurez à lire et à expliquer. Si vous prenez découverte par exemple du monde et pluralité des cultures, il y a des choses très différentes. Récits ou romans de voyage, point d'interrogation. Comment connaître le monde? Donc il y a l'épistémologie. Comment peut-on connaître l'autre? Alors c'est plutôt ce qu'on fait là, vous voyez, question de l'altérité. Et les valeurs et les normes ne sont-elles que des conventions culturelles? C'est un peu ce qu'on fait là aussi. Bon, bon, le texte, ce sera un texte de philosophie de la connaissance. Très beau texte, Francis Bacon, Novum Organum. Enfin bon, bref, pour l'instant, il faut qu'on termine avec cette histoire de culture. Non, mais c'est fait assez bizarrement, je trouve. Hein. Bon. Enfin, on sent bien que c'est difficile de relier comme ça la philosophie et la littérature. Les questions philosophiques ne sont pas du même ordre que les questions de la littérature, vous voyez. Alors, reprenons le texte d'Édouard Glissant. On se motive, on est mercredi matin, les gens sont fatigués, les gens sortent de leur lit, on sait bien, voilà. Mais bon, il faut retrouver de l'énergie. Alors, si je ne m'abuse, alors, soit on s'était arrêté à aussi bien proposer à cette collectivité des pièces de théâtre, soit on s'était arrêté à non seulement l'action culturelle, je ne sais plus. Dites-moi, vendredi, est-ce qu'il nous restait tout le dernier paragraphe à expliquer ou juste les 6 dernières lignes? Mais je crois que c'est tout le dernier paragraphe. Oui, c'est bien ça. Donc on reprend, donc rappelez-vous Édouard Glissant, le problème de l'ethnocentrisme, le problème de la culture dans l'appareil colonial dont la finalité est justement l'assimilation et l'aliénation des personnes colonisées. Voilà. Donc on y va. Je reprends la lecture pour qu'on avance un peu plus rapidement. Et après, je prendrai un de vos cours et je le balancerai sur Pronote. Comme ça, tout le monde aura ce cours. En plus, c'est embêtant, je trouve, parce que il y a bien un autre groupe d'HLP, non? Alors, ce que je... Oui, parce que c'est avec vous, en fait, qu'on écrit et qu'on avance le plus. Et les autres, on est dans la partie plus découverte avec eux. C'est un peu... C'est très bien les demi-groupes, c'est très très bien, mais ce serait mieux si on arrivait bien sûr à avoir tout le monde en même temps, enfin une partie en présentiel, une partie en virtuel. Je n'ai pas voulu mettre ça en place pour des raisons d'équité, d'égalité, mais je sais pas si on n'aurait pas pu trouver quand même des arrangements. C'est un peu dommage. Enfin bon, c'est comme ça. En plus, je sais pas si vous savez, dernière chose avant qu'on démarre vraiment. Les enseignements de spécialité ont été supprimés au baccalauréat. Alors, je ne sais pas si ça vaut pour les premières. Je ne sais pas comment ça marche pour les premières. C'est en fait, monsieur, quand on abandonne l'IXP, ça va être compté comme. De base, on était censé faire une épreuve à la fin d'année, sauf que avec le coronavirus, c'est annulé. Ok, donc voilà, donc ce sera le contrôle continu. Ok. Et est-ce que vous avez des informations relatives au prépa bac? Madame Alliot, elle avait envoyé un mail, donc elle a dit soit c'est en avril, soit c'est Très bien, d'accord, on en est là, parce que moi, je l'ai eu au téléphone aussi, et c'est ce qu'on avait convenu, mais bon, je veux être bien sûr que l'information vous étiez parvenue. Bon. Parfait, merci. Bon, alors, aussi bien proposer à cette collectivité des pièces de théâtre, ou des cantiques, ou des symphonies, ou des marionnettes, ou des partis politiques, ou proposer à l'inverse que ces pièces, ou ces partis, ou ces cantiques ne sont pas faits pour elles, sous-entendu que si vous aviez mieux choisi, alors là, ça irait. C'est tout un... Donc, l'idée de glisser encore, rappelez-vous, rappelez-vous le texte, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, 10 jours qu'on ne s'est pas vu. La culture du colonisé, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Enfin, le colonisé est un être sans culture, en quelque sorte, c'est ça la thèse défendue par Glissant. Parce que la culture qui est la sienne, entre guillemets, n'est pas la sienne, elle est importée du monde extérieur. Enfin, le monde extérieur exporte sa culture dans les colonies afin d'assimiler le colonisé. Alors l'idée, c'est qu'en fait, ce colonisé, on lui présente des choses. Alors là, il prend l'exemple de quoi? Il prend l'exemple de pièces de théâtre, de cantiques, de symphonies, de marionnettes, de partis politiques. Et ces choses qu'on lui présente lui sont plus ou moins imposées, si vous voulez. Et alors, bien sûr, le colonisé peut discuter de son goût par rapport à ces choses-là qui lui sont présentées.
Peut-être que ça lui plaît, peut-être que ça lui plaît pas, peut-être que c'est fait ou pas fait pour lui. C'est justement ça l'idée. Alors pourquoi ce serait pas fait pour lui? Parce que ce serait pas adapté à son niveau culturel, intellectuel. Enfin, vous savez, le colonisé, c'est un peu l'arriéré. Enfin, c'est un peu l'image qu'on en a dans le pays colonisateur. Mais en fait, finalement, c'est pas tellement important en fait si ce qu'on lui présente au colonisé, ça lui convient ou pas. C'est-à-dire que bon, bah, si ça lui convient pas, bah, on fera mieux la prochaine fois. Si ça lui convient, bah, c'est bien. De toute façon, il n'a pas son mot à dire, le colonisé. Le colonisé, il n'a qu'à accepter. Il dit oui, oui monsieur, oui madame, oui maître, non maître, oui non, enfin, il dit pas non. Oui maître, oui, 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 oui madame, oui maître, oui, 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 voilà. Voilà. C'est un peu Samuel L. Jackson dans Django Unchained, si vous voulez. Voilà, il dit oui, 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 voilà, oui, oui, voilà. Il plie, quoi, il plie, il plie. Donc en fait, si vous allez dans les colonies, ou si vous allez pour le coup aux Antilles, puisque bon, il s'agit là du cas particulier des Antilles chez Glissant, vous vous rendez compte que vous avez pour ce qui concerne les partis politiques, des partis politiques qui sont exactement ceux que nous avons en France. Alors il y a aussi d'autres partis politiques, notamment des partis politiques indépendants et indépendantistes, mais ceux-là sont sous-représentés, peu représentés, très minoritaires, et n'occupent que très rarement des postes de pouvoir. Voilà, le pouvoir, il appartient aux grands partis politiques qui viennent bien sûr de la métropole. Voilà, donc c'est l'idée de Glissant. Comme de toute façon le colonisé n'a pas son mot à dire au niveau de la culture, bien voilà, quoi qu'on lui présente, il faut bien qu'il s'en accommode. Voilà. De toute façon, ça c'est une idée qui est très, qui est très raccord avec l'ethnocentrisme, puisque le colon est convaincu d'être porteur d'une culture universelle, et donc il n'y a aucune raison que le colonisé ne souscrive pas à cette culture universelle, puisque elle est justement par définition universelle, donc elle touche tout le monde. Allez, alors il va falloir que vous notiez un petit peu. On saute une ligne, dernière partie du texte. Je vous fais un peu écrire, mais bon, il faut que vous ayez du contenu. Et en plus, ce qui est plutôt bien en réalité, c'est que ça vous prépare vraiment à la philosophie l'année prochaine. Ce genre d'exercice, on va dire. Ah. Glissant remarque que la culture peut prendre des formes diverses. Deux points. Glissant remarque que la culture peut prendre des formes diverses. Deux points. Représentation théâtrale, virgule. Représentation théâtrale, virgule. Représentation théâtrale, donc on est bien dans la représentation. Représentation théâtrale, virgule. Musicale, virgule. Politique, etc. Et c'est bien etc. et pas etc. Donc, etc. Pour le coloniser, donc point, bien sûr, après, etc. Pour le coloniser, les formes culturelles importent peu. Pour le coloniser, les formes culturelles importent peu. Point. En effet, toutes ces représentations ne sont pas le fruit de son initiative. Ne sont pas le fruit de son initiative. Deux points. Elles sont exportées par le colon dans la colonie. Elles sont exportées par le colon dans la colonie.
et imposé aux colonisés. Et imposé aux colonisés. La représentation culturelle. Donc vous voyez bien que la politique est dedans, hein, bien sûr. Point. Qu'importe si ces représentations... Oui, aux colonisés. Point. Qu'importe si ces représentations culturelles sont adéquates, qu'importe si ces représentations culturelles sont adéquates, qu'importe si ces représentations culturelles sont adéquates, puisque le colon considère que leur fond constitutif est universel, puisque le colon considère que leur fond constitutif est universel. Point. Le colonisé doit céder face à l'universalité de la culture du colon. Le colonisé doit céder ou plier face à l'universalité de la culture du colon. À l'universalité de la culture du colon. Point. Ainsi, le colonisé ne choisit jamais sa culture. Ah, c'est le texte. Hein. Si vous avez mieux choisi. Ainsi, le colonisé ne choisit jamais sa culture. Point. Sa culture est décidée par le colon. Sa culture est décidée par le colon. Et s'il peut en discuter, le colonisé doit néanmoins toujours l'accepter. Oui. Par le colon. Et s'il peut en discuter, il doit cependant toujours l'accepter. On n'aime pas, mais bon, ça nous convient pas. Mais c'est parce que, en fait, si ça nous convient pas, c'est pas parce que ce qui vient de l'extérieur n'est pas adéquat, n'est pas une bonne chose. Non, c'est parce qu'on est des petits colons. C'est comme dirait Frantz Fanon, hein, c'est des Yabon Banania, voilà. Et le Yabon Banania, il faut l'éduquer. Voilà. Rappelez-vous. Quand il y a des textes de loi qui mentionnent les bienfaits de la colonisation en Algérie. On leur a quand même fait des routes, des écoles, et on leur a appris le français. Voilà, au bout d'un moment, de quoi ils se plaignent, ceux-là. Voilà, c'est un peu ça, voyez. C'est un peu ça que... C'est un peu ce genre de discours, en fait, que dénonce Glissant. Ça vaut pour les Antilles, hein, il se passe des choses là-bas. Alors, je vous aurais montré un documentaire, mais malheureusement, on est pris par le temps. Et vous pouvez le regarder. Ça s'appelle les derniers maîtres de la Martinique. Et vous avez des choses tout à fait étonnantes dans ce documentaire. Vous avez notamment des descendants d'esclavagistes, enfin un descendant d'esclavagistes qui explique que voilà, lui, les familles métisses, ils trouvent pas ça bien. Parce que, vous comprenez, il y a des gens qui, dans ces familles métisses, naissent avec des cheveux raides, d'autres avec des cheveux crépus. C'est pas pur. Voilà. Le gars dit ça au calme. On est dans les années 2010. Tranquille, pas de souci. Et puis vous avez le père Ayotte qui passe à la télévision française dans les années 60 qui dit voilà, le noir c'est un peu comme un enfant quoi.
Avec lui, il faut être juste. Ah bon, si vous le dites, monsieur Ayotte, voilà. Et ce que je vous dis, c'est pas vieux, hein, ça a à peine 60 ans. Hein. Je sais pas, je me souviens, je me suis retrouvé à l'université des Antilles, où il y avait des blancs qui restaient entre eux. Il y en a quand même un qui m'a expliqué qu'il ne s'asseyait pas à côté d'Antillais parce que, bon, il avait rien contre eux, vous comprenez, mais c'était une question d'éthique. Ah, bon. Voilà. Donc, comprenez, ce pauvre Antillais, il n'avait pas compris la culture française. Et c'était pas, si vous voulez, c'était pas un bon nègre, quoi. Donc il fallait qu'il se mette au level, quoi. Voilà. Ce sont des choses qui existent encore aujourd'hui. Et oui, c'est triste. Enfin, voilà. Donc, ouais, tout ceci peut paraître complètement déconnecté de notre monde, et c'est vrai qu'ici, peut-être on le ressent pas trop, mais ce sont des choses qui existent. Et plus vous allez plus vous vous éloignez des milieux bourgeois, et plus vous vous rendez compte que, enfin, si vous vous en rapprochez un petit peu trop des milieux bourgeois, là, justement, aussi, ça peut transparaître. Non, ça existe encore, le racisme et l'ethnocentrisme. Euh, Un jour, j'ai un béquet. Les béquets sont les descendants. En fait, ce sont les cibles d'Édouard Glissant, les béquets, hein, entre autres. Ce sont les descendants des esclavagistes. Donc, je sais pas. Il m'expliquait que les Belges étaient des gens qui n'avaient pas de race. Et donc, que lui n'irait jamais vivre en Belgique parce que ces gens n'avaient pas de race. Bon, voilà. Euh, ça existe, ça existe. Euh, c'est un problème réel, mais bon. Donc, c'est vrai que ce texte glissant, on peut difficilement le comprendre si on est très loin de cette réalité-là, mais cette réalité raciste, elle existe, et ethnocentriste et coloniale, elle existe bel et bien, elle est très très actuelle. Très actuelle. Et la culture, c'est un moyen, en quelque sorte, comme ça, de, de blanchir, on va dire, tout le monde. Alors, continuons. Non seulement l'action culturelle doit être ici menée par des Antillais, mais encore doit-elle être dirigée contre un système, sinon l'aliénation embellie. Alors là, on retrouve typiquement les catégories marxistes. Alors on pourrait aller assez loin dans le commentaire ici. Alors dans l'explication, on peut pas forcément, mais dans le commentaire, on pourrait aller assez loin. Plus que ce que je vous dirais avant que vous le notiez. Donc là, Glissant, en fait, ce qu'il fait, donc on est dans la dernière partie du texte, hein, il devient normatif en fait. Il dit voilà, il y a un état de fait, c'est le fait que justement, bon le colonisé est complètement soumis culturellement, aliéné culturellement, assimilé culturellement par le colon. Ce qu'il dit, il faut que ça cesse en quelque sorte. Et donc l'idée c'est que si le colonisé veut avoir une culture propre, alors il faut que cette culture provienne de sa propre initiative. Voilà. Et alors, il dit que ça ne suffit pas qu'elle soit produite par sa propre initiative, et ça c'est quelque chose qui est récurrent dans la littérature, dans ce type de littérature. Il faut qu'elle soit dirigée contre un système. C'est-à-dire que sinon l'aliénation continue. Alors pourquoi? Parce que l'idée de Glissant, c'est que si vous laissez comme ça l'initiative à des colonisés pour créer une culture, mais sans que justement cette création culturelle s'inscrive contre le système culturel en place, qui est celui justement du colonisateur, eh bien, le colonisateur trouvera toujours un moyen de récupérer ces créations culturelles afin d'en faire une partie de lui-même. Exemple, si on reste dans le cadre des Antilles, il y a une manifestation culturelle très importante aux Antilles qui est celle de la langue créole. Voilà. Et donc la langue créole, c'était la langue qu'utilisaient les esclaves entre eux pour converser, et les maîtres pour converser avec des esclaves aussi. Donc c'est un mélange de français, et j'imagine, je ne peux pas vous dire malheureusement, mais de dialectes qui ne sont bien sûr pas français. D'ailleurs, d'un point de vue grammatical, c'est pas très très français le créole. Ça utilise des modos par exemple pour marquer la temporalité. Donc on voit bien que ça c'est pas français. Enfin bref, et il y a des associations, des partis politiques indépendantistes bien sûr, hein, qui défendent l'idée selon laquelle le créole devrait être la langue officielle des Antilles. C'est la langue des Antilles, c'est la langue de ces pays. Voilà. Bon. Eh bien, évidemment, la langue de ces pays, c'est pas le créole, c'est le français. Mais il y a une tolérance pour le créole aujourd'hui. Une tolérance qui est si importante que ça y est, là, on a nommé cette année le premier agrégé de créole, de langue créole.
c'est-à-dire que l'institution récupère elle-même le créole, en fait, comme quelque chose qui appartient à la culture, mais qui n'appartient pas à la culture véritablement du colonisé, mais qui appartient à la culture française. Et vous comprenez bien que si, en fait, le colonisé ne s'oppose pas à cette réappropriation de ces spécificités culturelles par une métropole, eh bien, cette réappropriation conduira à faire de la culture du colonisé la culture française et donc à assimiler une fois encore le colonisé. C'est vrai de toutes les, de toutes les spécificités régionales. Elles existent. Il y a des pratiques culturelles régionales qui existent. Donc, quelque part, il y a des spécificités culturelles qui existent au sein même de la métropole, mais tout le monde est français. Bon, ça, je sais pas, moi je ne suis pas historien. Oui. Bah, du coup, c'est compliqué. C'est-à-dire que soit vous devez accepter que vous êtes français, complètement français, et donc vous acceptez l'assimilation, soit vous devez, et c'est là l'idée de Glissant, refuser, et donc vous battre. Vous battre contre, enfin vous battre pour l'indépendance. Je pense que c'est ça l'idée. Sinon, l'aliénation embellit. Alors après, voilà, l'aliénation, Glissant, on voit ça comme quelque chose de négatif, mais si vous prenez un pays comme la France, alors, je vous dis, je ne suis pas historien, mais bon, vous savez bien qu'à la Révolution française, on a eu la possibilité, en gros, entre les Girondins et les Jacobins. Le jacobinisme l'a emporté. Le jacobinisme, c'est quoi? Eh bien, c'est l'idée selon laquelle la France est quelque chose qui est, est un État, un pays, un État et un pays qui a pour credo l'unité nationale. Et tout le pouvoir politique est centralisé en un endroit et centralisé à Paris. Voilà. Et donc tout vient de là, tout vient de Paris, et les régions, même si elles ont des spécificités, eh bien, doivent plier, on va dire, sous l'autorité de l'État et sous l'autorité de l'unité de la nation. Voilà. Donc la question, c'est maintenant, voilà, est-ce que nous, aux Antilles, on est des citoyens français et on veut devenir français, donc accepter l'aliénation, ou est-ce qu'on refuse, et auquel cas, il faut lutter contre cette aliénation. Mais vous comprenez bien que dans ce cas-là, c'est difficile d'avoir des compromis. Il est difficile en fait dans un système comme celui-ci de pouvoir avoir à la fois d'avoir à la fois une identité culturelle tout en renonçant à une identité politique. Donc ce qui est là, bien sûr, c'est il y a une idée de, je crois, il y a une idée de scission, hein, une idée de scission culturelle et politique. C'est-à-dire, l'idée de Glissant, c'est un texte un peu politique, ça. Si vous acceptez la culture de l'autre, vous acceptez la politique de l'autre. Si vous voulez défendre votre propre culture, vous devez défendre aussi votre propre politique. Donc vous devez refuser la politique de l'autre. Cette phrase-là, elle porte en elle quelque chose d'assez marxiste. Hein, en fait, pour Marx, je ne sais pas si vous connaissez la pensée de Marx. En fait, l'idée de Marx, c'est que l'histoire de toutes les sociétés, c'est l'histoire de la lutte des classes. Alors, ça peut paraître très réducteur dit comme ça. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Bon, c'est pas la question. On va faire cette hypothèse-là. Donc, faisons cette hypothèse-là. L'histoire de toute société, c'est l'histoire de la lutte des classes. Bon. L'idée de Marx, c'est que les sociétés évoluent comme ça et se transforment dans des mouvements de lutte des classes. Sauf que cette lutte des classes, elle n'est pas toujours, elle est toujours active, mais elle ne conduit pas toujours à des changements. En fait, elle procède d'une manière très particulière. Vous avez donc une classe qui domine, une classe qui est dominée, et ce qui permet la domination, bien sûr, ce sont des rapports économiques. Chez les Grecs, vous aviez des esclaves qui travaillaient pour des citoyens grecs qui étaient leurs maîtres. Donc la domination se faisait de manière économique et aussi de manière biologique, puisque évidemment les esclaves devenaient esclaves parce qu'ils étaient des prisonniers de guerre la plupart du temps. Au Moyen-Âge, vous aviez des paysans qui travaillaient pour des seigneurs. Donc la domination s'exprimait comme ça. Les seigneurs étaient les propriétaires des terres et de l'appareil productif, enfin des moyens de production. Et les paysans, eux, bien, ils ne possédaient que... alors parfois, ils pouvaient posséder effectivement certains de leurs outils, mais ils ne possédaient aussi que leur propre personne pour produire et pour travailler. Et dans le cadre du capitalisme, eh bien, c'est un peu la même chose. Vous avez les bourgeois qui possèdent l'appareil productif et les usines, voilà, et les ouvriers qui ne possèdent que leur force de travail, dit Marx. Alors, comment est-ce qu'on est passé d'une situation à l'autre? D'après Marx, il y a une dynamique inhérente à la lutte des classes qui procède de révolutions successives. Et ces révolutions,
elles ne peuvent se produire que lorsque la lutte des classes est conscientisée. C'est-à-dire lorsqu'il y a une conscience de classe. C'est-à-dire lorsque le dominé a conscience d'être dominé. Lorsque le paysan a conscience d'être un paysan exploité, lorsque le prolétaire a conscience d'être prolétaire exploité, sinon il y a la lutte des classes, elle est au point mort, si vous voulez. Il n'y a pas de tension entre les classes. Je fais une digression rapidement, mais si vous prenez l'exemple du mouvement des Gilets jaunes, c'est vraiment une bonne illustration. Donc, évidemment, on a entendu beaucoup de théoriciens, notamment de gauche et d'extrême gauche, parler de ce mouvement des Gilets jaunes, de philosophes comme Frédéric Lordon qui ont proposé des théories, une approche théorique plus ou moins marxiste d'ailleurs du mouvement des Gilets jaunes. On peut lire ça en termes de lutte des classes, en termes de mouvement révolutionnaire. Sauf qu'en réalité, c'est pas que cette conscience de classe, elle ne s'est pas réalisée spontanément chez les Gilets jaunes, elle n'a pas été réalisée par les Gilets jaunes. Et il n'est même pas certain que les Gilets jaunes eux-mêmes aient cette conscience de classe. Quel était le motif de la grève des Gilets jaunes à la base? C'était le coût de la vie. Donc en fait, ce que voulaient les Gilets jaunes fondamentalement, c'était pas du pouvoir politique, c'était pas de la souveraineté populaire, c'était pas de la démocratie, pas du tout. C'était gagner plus d'argent pour pouvoir plus consommer. Donc c'était en fait pouvoir continuer à alimenter un système qui les rend esclaves. Donc, s'il y a une conscience de classe, ce genre de revendication n'existe pas. Et je vais aller plus loin, je vais être un peu plus peut-être même cynique. Quand le président Macron a organisé son grand débat, il s'est trouvé face à des gilets jaunes, puis il leur a raconté tout un tas de sornettes. Franchement, vous écoutiez, c'était complètement du délire. Enfin, ce qu'il disait ne résistait pas à une argumentation rigoureuse, pour le dire simplement. Mais il avait en face de lui des gens qui, justement, n'ayant pas, peut-être pas le niveau d'éducation suffisant, et peut-être pas la conscience de classe suffisante, ils n'ont pas été capables de lui répondre, en fait. Ils se sont laissés complètement mystifier, si vous voulez. C'est assez amusant, ça. Et donc, pourquoi? Parce que, dans une perspective marxienne, ces gens-là sont aliénés. Ils sont rendus étrangers à eux-mêmes. Ce sont des petits agents d'un système capitaliste dont la seule finalité est de produire et les seules finalités sont de produire et de consommer. Voilà. Et bien, c'est ça que dit Glissant ici. Si on veut justement mettre un terme à cette aliénation, c'est-à-dire si on veut avoir une identité qui est la nôtre, alors il faut sortir. Alors là, il ne s'agit pas de sortir du capitalisme pour Glissant, hein, mais il faut sortir du système colonial. Alors on pourrait faire une lecture aussi marxienne du système colonial, hein, c'est pas la question, mais disons que c'est ça l'idée. En fait, comme le prolétaire est aliéné par le système capitaliste, et il est incapable de comprendre ce qui lui arrive, il n'est même plus propriétaire de sa culture, puisque c'est quelque chose qui lui est imposé d'en haut, par le capitalisme lui-même, eh bien le colonisé est incapable de lui aussi d'avoir sa propre culture, sa propre identité, parce qu'elle est imposée d'en haut, elle ne vient pas de sa propre initiative. Donc le seul moyen pour qu'elle vienne de sa propre initiative, c'est un renversement de paradigme. Voilà. Vous voyez l'idée, c'est un peu théorique tout ça. Alors, à la ligne, vous notez, dans la dernière partie de ce texte, Glissant et normatif. 2 points. Dans la dernière partie de ce texte, Glissant et normatif. 2 points. Il affirme qu'il ne peut y avoir d'identité culturelle. Il affirme qu'il ne peut y avoir d'identité culturelle pour le colonisé. Il affirme qu'il ne peut y avoir d'identité culturelle pour le colonisé. Si celui-ci ne s'insurge pas, contre la colonisation. Oui. Oui, je vais vous l'écrire. Attention, je l'ai pas.
c'est-à-dire se révolter, quoi. Marquer son désaccord, en tout cas. Sans aller jusqu'à la révolte, forcément, s'insurger. Enfin, il y a l'idée de révolte, quand même, là derrière. Bon, point. Contre la colonisation. Point. Sans refus du système colonial, sans refus du système colonial de la part du colonisé, virgule, sans refus du système colonial de la part du colonisé, virgule, le colon a le pouvoir de récupérer les spécificités culturelles du colonisé. Le colon a le pouvoir de récupérer les spécificités culturelles du colonisé, virgule, culturel du colonisé, virgule, et ainsi de perpétuer le processus d'assimilation. Point à la ligne. Le processus d'assimilation. Point à la ligne. Glissant par le même d'aliénation. D'assimilation, oui, on assimile. Glissant par le même d'aliénation. Point. Dans une perspective marxienne, donc comme chez Marx. Dans une perspective marxienne, alors c'est pas la même chose que marxiste, parce que marxiste ça peut être une interprétation de Marx faite par des suiveurs de Marx, donc là on est dans la pensée de Marx elle-même. Dans une perspective marxienne, oui, qui est relative à Karl Marx. Dans une perspective marxienne, le colonisé est aliéné par le colon. Dans une perspective marxienne, le colonisé est aliéné par le colon, au même titre que le prolétaire est aliéné par le capitaliste. Donc, dans une perspective marxienne, le colonisé est aliéné par le colon, au même titre que le prolétaire est aliéné par le capitaliste. J'ai l'impression de faire un cours de vocabulaire. Le prolétaire, c'est l'ouvrier, le travailleur. Point. Ni le colonisé, ni le prolétaire, n'ont d'identité culturelle propre. Ni le colonisé, ni le prolétaire n'ont d'identité culturelle propre. Point. La culture est toujours un élément étranger. La culture est toujours un élément étranger. Deux points. Oui. Deux points. La culture est un élément étranger, toujours un élément étranger. Deux points. Elle vient d'en haut. Oui. Un élément étranger. Deux points. Elle vient d'en haut. Regardez. Aujourd'hui, on a des institutions culturelles. Alors, quelles sont les institutions culturelles aujourd'hui ? Les musées, par exemple. Le musée, c'est vraiment l'institution culturelle par excellence.
puisque c'est là comment dire, rassemblé, archivé l'ensemble de la production culturelle d'une civilisation. Les bibliothèques aussi, ça c'est Michel Foucault qui le dit, les bibliothèques sont aussi ce genre d'endroits dans lesquels sont comme ça agrégés tous les constituants d'une culture, d'une société donnée. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que si vous prenez le gars lambda des cités et que vous le balancez au musée d'Orsay ou au Louvre, qu'est-ce qu'il va comprendre à ça? Est-ce que ça c'est sa culture? Non. Pourtant, on appelle ça la culture, vous voyez. C'est très étonnant ça. Vous prenez Jojo le prolo du coin qui travaille à l'usine et vous le balancez comme ça au musée d'Orsay. Qu'est-ce qu'il va comprendre Jojo le prolo au musée d'Orsay? Rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa culture. Lui, sa culture, c'est plutôt, je le dis sans mépris, hein, bien sûr, hein, supporter l'Olympique de Marseille. Voilà. C'est ce qu'on appelle globalement de la sous-culture. Bon. Pour le coup, on peut dire que supporter l'Olympique de Marseille, vu ce que c'est que l'Olympique de Marseille, ça peut être considéré comme quelque chose d'un peu triste. Mais vous savez, aujourd'hui, on a cette distinction entre la culture d'une part et la culture populaire. La pop culture. La pop culture, c'est tout ce qui est manga, je sais pas, les comics, Star Wars, des trucs comme ça, quoi, vous voyez. Bon, ben, le fait même d'appeler ça pop culture, c'est un peu, ça donne une identité certes à cette culture, mais c'est un peu aussi dévalorisant par rapport à la culture, c'est-à-dire que ça n'appartient pas à la culture. Le Seigneur des Anneaux, c'est assez amusant de le savoir, ça. Il y a eu une traduction récente qui date d'une dizaine d'années, une nouvelle traduction en français du Seigneur des Anneaux. Pourquoi est-ce qu'il y a une nouvelle traduction? Cette nouvelle traduction, en fait, est beaucoup plus proche du texte original. La première traduction du Seigneur des Anneaux, qui a été faite dans les années 50, fin des années, enfin c'est 54 le Seigneur des Anneaux, donc je ne sais pas s'il a été traduit fin des années 50 ou début 60 en France. Mais il faut savoir que cette première traduction, en fait, a pas mal modifié le texte de Tolkien afin de le rendre plus littéraire. La finalité était de rendre acceptable dans la culture un texte qui était un texte qui pouvait être considéré de culture populaire, puisque ça parle d'elfes, d'orques, de magiciens, de balrogs et de mythologie scandinave, pour ceux qui ont lu les sagas islandaises, et de mythologie grecque aussi. Qu'est-ce qu'elle dit déjà, Eowyn? No man on earth I am. Je ne suis personne. Voilà, je ne suis pas un homme. Bref. Donc, si vous voulez, ce genre de création culturelle, pour ne pas être justement disqualifiés, doivent être reconnus par des institutions. Là, on peut dire maintenant peut-être que Tolkien appartient vraiment à la culture aujourd'hui. Il y a eu une rétrospective magnifique d'ailleurs l'année dernière à la BNF, je ne sais pas si vous avez pu y aller, où une rétrospective sur Tolkien, où donc on pouvait voir tout ce qu'il avait produit, non seulement en termes littéraires, mais aussi en termes pictural, donc, et puis aussi en termes aussi linguistiques. Tolkien était un philologue et il a inventé, je crois, environ 18 langues pour le Seigneur des Anneaux. C'est un truc de malade. Mais si vous voulez, là encore, il a fallu qu'une institution reconnaisse cet objet-là, le Seigneur des Anneaux, comme appartenant à la culture. Et pour que ça arrive, il a fallu beaucoup de choses. Il a fallu une grande reconnaissance, non seulement du peuple, mais aussi d'autres institutions. Par exemple, à travers le cinéma, c'était le film le plus oscarisé, Le Retour du Roi, etc., etc. Mais on voit bien qu'il y a une segmentation comme ça dans la culture. Toutes les cultures ne se valent pas. Le mec qui joue du biniou en Bretagne ou qui joue du ka aux Antilles, bon ben c'est bien gentil ce qu'il fait, c'est rigolo, voilà, mais c'est pas de la culture, ça c'est une culture régionale, mais c'est pas la culture. C'est pas la même chose, une culture régionale et la culture. Oui. Si on cherche à ce que la culture, ce soit pas régional, ce soit pas pour une sous-culture, ce soit pas comme si, finalement, il n'y a pas de culture du tout. Enfin, c'est très difficile. Pour une fois, on pourrait être d'accord, même si on ne sait pas s'il a dit pour ça, avec ce qu'a dit Macron. Ouais, je crois pas trop en la culture comme une chose complètement unie. C'est bien pour les romans nationaux, ça, si vous voulez.
Mais en réalité, cette culture complètement unie, elle n'existe pas. Si vous allez dans un musée, vous avez l'image de quelque chose qui serait la culture d'une société, mais vous avez surtout des choses très différentes produites par des artistes très différents, issus de milieux très différents, qui avaient des valeurs très différentes. C'est une vue de l'esprit que de penser que c'est là quelque chose de parfaitement uni, uniforme. Non, non, la culture, elle est forcément quelque part spécifique, j'imagine. C'est dur de définir ce que c'est que la culture. C'est dur de définir ce que c'est que la culture. Bref, avançons. La culture, c'est d'abord le sens acquis dans et par ce contre. Bon, là, on l'a compris. Aucune élite ne peut y suffire, sinon sur le mode démagogique. Toute critique dans le système renforce le système. Cela est aussi vrai du plan culturel qu'à celui du politique. Donc la boucle est bouclée, on rejoint le politique et le culturel. Alors, allez, à la ligne, on va noter, on va terminer. On retrouve dans ce texte la logique de la, je vous apprends encore un mot, j'imagine, de la dialectique. Vous ferez une recherche chez vous. Dialectique marxienne. Le dialectique, c'est le fait que les choses s'opposent les unes aux autres. Bah, là, il est partout dans ce texte, en tout cas. On retrouve dans ce texte la logique de la dialectique marxienne. Deux points. Sans lutte, il ne peut y avoir d'affirmation. Sans lutte, il ne peut y avoir d'affirmation. Point. Quand un pouvoir politique se substitue à la culture et à l'identité culturelle, quand un pouvoir politique se substitue à la culture et à l'identité culturelle, quand un pouvoir politique se substitue à la culture et à l'identité culturelle, il verse nécessairement dans la démagogie, virgule. Il verse nécessairement dans la démagogie. Oui, verser, oui. Verser dans. Il verse nécessairement dans la démagogie, virgule. C'est-à-dire dans le mensonge et la mystification. Point. En effet, ce n'est pas aux politiques de décider de la culture. En effet, ce n'est pas aux politiques de décider de la culture, dans le sens à l'homme politique. En effet, ce n'est pas aux politiques ou à l'homme politique de décider de la culture, virgule. De même qu'il n'appartient pas à une élite, de même, on en finira là, qu'il n'appartient pas à une élite, de même qu'il n'appartient pas à une élite de décider de l'avenir politique de la société. Voilà. En gros, il y a tout ça dans le texte, on pourrait encore plus développer, expliquer. Et là, on fait une petite pause avant que je vous donne l'autre texte.